Alors, je vous ai parlé de Comet, décollage immédiat. J'invite à me rejoindre sur le plateau 3 intervenants, 3 témoins aujourd'hui, bonjour, qui viennent de la même société. Finalement, vous venez représenter la même société, mais on va le voir, vous avez des rôles et des fonctions tout à fait complémentaires. Vous allez vous présenter. Dans la société que vous venez représenter, donc, je vais le dire quand même, allez, vous représentez aujourd'hui Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, si je ne me suis pas trompé. Des complémentarités, y compris pour le témoignage. Alors, vous allez nous parler de Comet. Comet, c'est quoi? Donc, présentez-vous. Alors, prenez le micro, allez-y. Vous pouvez enlever le masque à partir du moment où on s'est installé. N'hésitez pas à enlever le masque, comme vous le souhaitez. Donc, Stéphane Monaco, je vous présente quand même rapidement. Vous êtes responsable études du projet Comet, donc chez Bouygues Construction Sud-Est. Julien Thomas, chef de projet structure dans la même société. Et enfin, Sophie Develly, vous êtes chef de groupe BIM et synthèse technique, toujours chez Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. En fait, ce que je vais faire, je vais vous laisser la main, tout simplement. Votre présentation est prête. Vous avez la télécommande avec le bouton le plus important en plein milieu pour faire avancer les slides. Ça sera par ici. Le BIM, Comet, un programme bien ancré ici dans le territoire. Expliquez-nous en quoi le BIM finalement a joué un rôle important. Alors, on va commencer par une présentation du projet, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Comet. Oui, le micro, ça sera un petit peu mieux avec le micro. Donc le projet, c'est tout simplement 3 bâtiments, le long de la RN 20 au sud d'Orléans. Donc si on part du sud, vous avez le parc des expositions pour 16 000 m². En partie centrale, le palais des congrès, qui a d'une capacité de 1000 congressistes. Et sur le nord du projet, vous avez la salle sportive, une salle sportive fermée de 10 000 places. Donc l'intérêt de ce projet, c'est d'avoir réuni sur un même site ces 3 bâtiments, ces 3 outils. Donc il est unique à ce niveau-là. Beaucoup de métropoles ont ces outils-là, mais très peu les ont regroupés sur le même site. Un des autres points forts qui en découle, c'est l'interconnectivité entre les différents éléments. Donc vous avez possibilité de mutualiser une utilisation du palais des congrès avec la salle sportive. Donc on peut imaginer des congressistes qui font une activité auditorium la journée, une activité team building ou une activité sportive le soir dans la salle sportive, puisque les éléments sont reliés par une passerelle. Vous pouvez imaginer, dans le cas d'un congrès d'une capacité supérieure à 1000 personnes, que les congressistes vont utiliser les salons de la salle sportive. Inversement, on peut aussi utiliser la salle sportive en parc des expositions. Donc, vous avez une mutualisation des différents équipements. Donc, ça, c'est le premier point fort. Le deuxième, c'est la modularité. La salle sportive, elle est en capacité de recevoir une dizaine de sports différents. Le palais des congrès, lui, il peut à la fois servir d'auditorium, mais aussi de salle philharmonique. Donc il y avait vraiment cette volonté de créer un outil le plus polyvalent possible pour qu'il soit le plus rentable et le plus viable possible à l'échelle d'une métropole de la taille d'Orléans. Les différents intervenants du projet, donc en premier lieu les architectes. Donc on a deux architectes principaux qui sont Jacques Ferrier et l'agence Vaconsin et l'agence Cheix et Morel sur le parc des expos et le palais des congrès. Ils sont épaulés par 2 architectes locaux, les ateliers Pointville et Vaconsin. Qui dit salle sportive dit complexité au niveau de la jauge, d'autant plus avec toutes les configurations que nous avons de sports différentes. Donc le cabinet d'architecture londonien Populus nous a épaulés sur tout l'aspect configuration sportive. Au niveau, on vous a cité les principaux bureaux d'études. Donc on y retrouve un panel de bureaux d'études nationaux comme Aegis, CETEC, PUTS et locaux qui sont issus du territoire orléanais. Donc nous, on intervient en tant que constructeur, concepteur et mainteneur via notre filiale BSFM. On vous propose ensuite d'enchaîner par un petit film de 3 minutes qui va vous présenter plus en détail le projet. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur la partie BIM.
Alors, la genèse du BIM sur Comet. Donc, pourquoi du BIM? Donc, tout simplement déjà parce que c'était une demande du programme. Donc, aujourd'hui, ça paraît la normalité. Il faut imaginer que le programme date de 2016-2017. Un chantier de 120 millions d'euros en 2016-2017, c'était plutôt audacieux de partir sur du BIM. Donc, c'était un choix fort de notre maître d'ouvrage. On y a adhéré pleinement et on y a vu un intérêt puisque ça nous permettait de développer des formes complexes géométriques. Donc, vous avez l'exemple sur sur la partie droite de la résille. Donc, on a à la fois une courbure longitudinale, donc on a une ondulation sur la longueur, et ensuite on a une courbure sur la verticalité, qui est un arc de cercle sur le Palais des Congrès, mais qui est une forme beaucoup plus évoluée salle sportive. Donc on a cet évasement-là qui se combine avec cette ondulation. Donc on imagine assez facilement qu'avec les outils classiques, ça aurait été quasiment ingérable. Donc on y a vu ce premier intérêt. Les charpentes métalliques, donc c'est un chantier où on a un gros lot de charpentes métalliques, entre 20 et 30 millions d'euros. Donc, on a des formes élaborées et complexes. Donc, ça nous a apporté énormément là-dessus. On le verra plus en détail lors du débriefing des intérêts et des axes de progrès du BIM sur Comet. En synthèse technique, donc Sophie, notre responsable synthèse technique, vous expliquera les process qu'on a mis en place et ce que ça a pu nous apporter. Voilà, gestion des réservations. Hein. On est sur des volumes et des tailles de réservation à l'échelle du projet. Donc, c'était une demande initiale dans le programme. Nous, on a fait, donc, pour que ça fonctionne, on l'a mis en place en amont du permis de construire. Donc, les architectes, ce qui n'était pas l'habitude, en tout cas jusqu'à ce moment-là, ont dessiné en Revit avant même le dépôt du permis de construire. Les plans du permis de construire étaient issus des maquettes de Revit. Donc, ça évite tout souci et ça a permis de généraliser pour le maximum des bureaux d'études l'utilisation de Revit sur notre projet. Évidemment, pour que ça fonctionne et que tout le monde soit au même diapason, on a mis en place via un BIM manager la convention dès la phase de développement de projet en amont du PC. Parce qu'on connaît beaucoup d'opérations où ça se raccroche en cours. Et à ce moment-là, d'autant plus en 2017, c'était assez novateur de faire intervenir ça dès l'amont. Et c'était surtout une clé de la réussite. Du coup, je vais passer le micro à Sophie. Oui, si ça marche. Voilà. Donc sur le projet, le BIM il a été utilisé avec les outils mis à disposition. Donc en priorité, Revit, c'est vrai qu'il a été développé pour un problème d'interopérabilité en fait au niveau des logiciels. Tekla, surtout dans la mesure des bureaux d'études charpente métallique. Après, au niveau de l'exécution, on est passé sur Croquis pour la plateforme d'échange au niveau des maquettes. Autodesk Navisworks, c'est l'outil que moi j'ai utilisé en synthèse technique sur ce projet. Dalux, c'est ce qui est utilisé tous les jours par nos conducteurs sur site aussi pour le contrôle des travaux. Et ce qui a été mis en place dès le départ, c'est la réalité virtuelle via une mallette. Où on vous mettra des petits extraits tout à l'heure et on rentrera un peu plus dans le détail sur l'intérêt que ça a pu avoir. Donc, moi, je vais vous parler de la démarche BIM structure, donc plutôt en phase amont. Donc, comme vous avez expliqué, Stéphane, on a eu rapidement une maquette numérique vis-à-vis des architectes. Donc, cette maquette nous a permis, nous, tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet en structure. Donc, à la base, on donne nos minutes structure à l'architecte, avec les porteurs, toute la définition de la structure. Et cette maquette numérique, on a pu l'intégrer rapidement en phase développement de pro pour créer notre maquette structure. Donc nous, on est parti du modèle géométrique de l'architecte, donc sur Revit. On en a fait en fait un squelette structurel vraiment sur Revit. Donc on a défini avec les différentes familles propres à Bouygues, où on a défini donc tout ce qui était poteaux, voiles et poutres, pour ensuite en faire un modèle analytique. Parce que nous, en structure, on a besoin d'un modèle analytique qui est, lui, vraiment basé sur du filaire. On n'a plus de géométrie. Une poutre est une barre horizontale et un poteau, une barre verticale. Donc ce modèle analytique sous Revit, on l'a pu le transférer après sur nos logiciels de calcul, donc Arch Structure.
donc, qui est de Gretek. Donc c'est ce modèle qui est plus du tout géométrique, qui est vraiment un modèle de calcul, nous permet tout de suite de dimensionner la structure de la salle sportive, comme on peut voir. On a aussi un intérêt, c'était de tout de suite d'avoir les descentes de charge les plus fiables possibles, du fait que le bâtiment lui-même, vu son poids, devait être fondé sous fondation profonde, donc sous pieux. Donc, afin d'intégrer rapidement les entreprises sous-traitantes, et puis c'est par là qu'on commence le chantier. Donc, il fallait tout de suite définir ces éléments-là. Donc, sous Arch, voilà, modèle structure en phase pro-exé. Donc, on a un modèle 3D, on a des vues en plan qui permettent de définir vraiment la structure, comme j'ai dit, les poteaux-poutres. On définit tout ce qui est charge de plancher, et ce logiciel-là est utilisé vraiment jusqu'à la phase d'exécution. Donc on définit, ça permet par rapport à nos équarrissages de structure, de valider ces équarrissages et de même sortir les plans de ferraillage pour le chantier. Donc c'est ce qu'ont utilisé nos bureaux d'études d'exécution. On a aussi une autre passerelle entre ce logiciel-là et un autre logiciel qui s'appelle Advance, de la même famille, donc de chez Gretek, qui permet de faire des études spécifiques sur ce bâtiment-là. Donc on a vraiment utilisé ce logiciel-là pour tout ce qui était études de contreventement. Comme vous a dit Stéphane, on avait une deuxième façade à double vêture, donc il fallait vraiment intégrer ces charges-là sur le bâtiment et voir son comportement. Donc ça permet de voir les déplacements, les efforts, et voir le ferrage nécessaire sur ces éléments-là. On a aussi la particularité sur la salle sportive. C'est qu'on avait des gradins, donc une salle de 10 000 places. Il a fallu faire une analyse vibratoire, donc ça c'est une demande de l'Eurocode, voir si quand le public saute, si ça ne met pas en résonance les gradins. Donc il fallait respecter les 5 Hz de l'Eurocode. Donc on a pu utiliser ces logiciels spécifiques vraiment pour la partie structure. Donc sur le projet Comet, c'est du BIM niveau 2. Donc effectivement, chaque entreprise partenaire qui a travaillé avec nous, que ce soit les bureaux d'études ou directement les fabricants, avaient leur propre maquette sur un échange croquis avec un assemblage de maquettes à ce niveau-là. Ici, en fait, vous avez, du coup, on vous a présenté le schéma qui a été utilisé en synthèse, alors finalement, qui est un schéma relativement courant, avec des premières analyses, des deuxièmes analyses, et notamment les réservations. Donc, on a deux structures différentes sur ce projet en fonction des zones et des bâtiments qui sont soit une structure béton, soit des structures en charpente métallique. Les rétro-plannings font que ce soit l'une ou l'autre, on a besoin d'avoir des réservations relativement en amont. Donc le fait d'être passé justement, d'être sur maquette numérique, ça nous a permis aussi d'anticiper beaucoup de choses. Le choix a été fait aussi que les maquettes structures sont percées. Ce qui permet en fait en fin de cycle de vraiment vérifier qu'on n'a vraiment plus aucun clash résiduel entre des éléments porteurs et des réseaux notamment techniques. Tout ça pour arriver à des signatures de réservation, mais ça, c'est des process qu'on retrouve habituellement dès qu'on a des bâtiments sous synthèse technique. Comet, la globalité de 3 bâtiments, c'est 3 à 4 000 réservations. Donc en termes de gestion, en termes de nombre, en termes d'aller-retour, il faut être très structuré pour que justement on puisse avoir un suivi individualisé aussi de ces réservations-là. Sur tout le reste, oui, on est sur de la synthèse assez classique. Le BIM, les avantages dans mon métier de la synthèse technique, oui, il y en a plusieurs. Ça nous permet d'aller plus loin. On va voir des zones du bâtiment qui, avant, étaient un peu laissées, on va dire, à la phase travaux. Là, ça nous permet d'aller vraiment plus loin, de pouvoir identifier un bloc-porte, des terminaux qui peuvent être gênants, alors que c'est des choses qu'on n'allait pas forcément voir dans le détail avant. Augmentation de la valeur ajoutée, oui, parce qu'on passe beaucoup moins de temps à faire des tâches invisibles, comme on pouvait faire précédemment, des coupes à la main sur un logiciel 2D. Donc effectivement, tout ça, ça a facilité énormément. Une meilleure visualisation avec les interlocuteurs, oui, parce qu'on parle de la même chose. Visuellement, on a la même chose devant nous. Et une baisse de discussion beaucoup plus factuelle aussi avec les architectes. C'est-à-dire que quand on a un souci technique, un problème, et
mais y compris aussi avec la structure. Voilà, on parle tous le même langage et on a tous la même vision du problème. Donc la gestion de clash, oui, c'est un gros point fort. Donc là, effectivement, vous avez des parts quelques captures d'écran où on peut voir synthèse technique, soit avec du béton et des poutres et les plafonds, soit effectivement, là par exemple, c'est l'exemple dans la charpente métallique de la salle sportive avec toutes les gaines qui vont aller ventiler justement tout ce grand volume. Le percement des structures, donc c'est quelque chose qu'on visualise, et là où je vous disais que c'est percé, là vous avez sur une partie de l'écran la façon maquette en haut et la réalité en dessous de ce qui est actuellement sur site. Donc on peut voir qu'on est conforme à ce qu'on avait étudié et ce qu'on avait fait, en sachant que tous les percements dans la structure métallique a été fait en usine, avant montage. Donc on peut voir qu'on est allé assez loin. Et l'autre exemple, c'est dans du gros œuvre, donc là effectivement c'est un peu plus coutumier du fait, donc... Sur les mêmes principes de choses un peu complexes, le dernier étage de la salle sportive, il y a énormément d'interfaces entre les deux structures. Donc on peut voir entre la capture et la réalité les réservations qui ont été faites pour pouvoir permettre aux fers de charpente de passer, pour éviter d'avoir trop de rebouchage aussi à faire par la suite. Cette étude-là qui a pu être menée grâce à la maquette un peu plus dans le détail, on voit que sur site, effectivement, ça a un réel intérêt pour l'exécution derrière des travaux. Les géométries particulières dont parlait Stéphane tout à l'heure, hormis la résie, c'est qu'on a énormément d'arrondis, énormément d'arêtes différentes. On n'est pas sur des volumes parallépipèdes. Donc, quand on a fait toutes les études sur les gradins, les dessous de gradins, ou effectivement sur le PEX avec tous les arrondis et toutes les interfaces emboîtements de charpente métallique dans la structure, ça, on y a vu tout notre intérêt. Le dernier volet, c'est l'immersion client. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la valise de réalité virtuelle. Ça a permis aussi aux clients dès la phase pro de se visualiser dans son bâtiment, de pouvoir se promener à l'intérieur de l'ouvrage qu'il allait avoir à sa disposition. On avait différentes zones de capture avec des positions de point de vue. Et là, en fait, on peut voir justement sur la droite que ça n'a pas servi qu'aux clients. Là, c'est un de nos collègues des méthodes qui, finalement, en s'immergeant dans la maquette, a pu voir les problèmes qu'il aurait aussi sur site par rapport au process qu'il mettait en place. Donc, effectivement, ça n'a pas servi qu'aux clients, ça nous a servi aussi beaucoup. Et puis, même pour nous, ça permet aussi de voir un peu plus dans le détail ces zones-là. Alors, on vous a parlé des avantages, on a quand même connu quelques difficultés, bien évidemment. Le premier, c'est la taille des maquettes. Alors, notamment, autant on avait réussi à uniformiser une utilisation en Revit natif pour la plupart des bureaux d'études, aussi bien de conception que d'exécution. On a quand même été confronté avec les lots charpente métallique qui sont habitués et pour lesquels le logiciel métier Tekla est beaucoup plus approprié. Donc, le fait de convertir les maquettes Tekla en Revit augmente la taille. Et d'autant plus quand on a des formes complexes comme la résine. Là, on vous a mis à titre d'exemple la résine. Donc PCX, c'est le PEX et palais décongré, donc ça représente la moitié du projet. On a été obligé de le découper en 5 zones parce que chaque maquette fait à peu près environ à 200 kg, aussi bien pour l'ossature que pour la résine. Donc ça vous fait quand même 5 x 200 x 2 mégas, rien que pour un bâtiment de résine. Donc on peut imaginer tout de suite ce que ça implique en termes de lourdeur de traitement. Donc ça, c'est une vraie difficulté. La maturité des intervenants, c'était le projet, comme tout le monde a participé, forcément c'était un projet BIM pour la première fois pour beaucoup d'entre nous. Donc quelques difficultés au niveau du respect de la convention des familles, donc géolocalisation notamment, si on avait 3 bâtiments, donc c'était bien précis dans la convention. Pour autant, notamment pour ce qui était dessiné dans d'autres logiciels, ça n'a pas été simple pour tout le monde. Et l'utilisation de mauvaises familles a généré parfois quelques surprises au niveau de réservation qui ne perçaient pas automatiquement la structure. Alors, par exemple, dans les premiers niveaux, notamment au premier étage, entre une famille, c'était circulaire, qu'ils n'avaient pas utilisé la famille qu'on avait prévue, la dynamo qui a généré automatiquement le percement, parce qu'on ne fait pas les 3000 réservations manuellement pour percer la structure. Hein. On a un petit système, une petite routine, un code qui permet de les générer automatiquement. Sauf que comme du code, si on ne va pas chercher la bonne, s'il est programmé pour aller chercher une famille, mais que le partenaire a utilisé une autre famille, la réservation n'existe plus. Comme c'est un
un type de réservation sur une quinzaine de types que vous avez dans les tâches, et ben on l'a pas vu tout de suite, et du coup donc un certain nombre de réservations sont passées à travers. Ça fait partie des écueils. Bon, après ça reste mineur à l'échelle du projet, et puis ça fait partie du retour d'expérience. Multiplicité des intervenants, le fait qu'on a 3 bâtiments, on l'a vu, 3 bâtiments complètement différents, c'est 3 chantiers de front, quoi. Donc ça c'est une vraie difficulté. Et justement, comme les délais sont assez tendus, qu'on a 3 bâtiments de front, nous on a multiplié les entreprises pour se défragiliser en termes de production au niveau du délai. Donc je vous ai simplement mis un exemple, mais donc on avait 6 charpentiers métalliques suivant les zones, suivant les natures de charpente. Donc ça, fois le nombre de lots, ça fait un nombre d'intervenants à gérer non négligeable. Et après, la dernière difficulté, c'est qu'on avait en 2D précédemment, mais qu'on a toujours, c'est de faire vivre en parallèle la maquette archi de notre maquette, puisqu'on est en BIM de niveau 2. Donc on intervenait sur nos maquettes avec une coordination, mais en parallèle de celle de notre maître d'œuvre. Voilà les principales difficultés. Mais il y a des leviers de progrès. Ouais. C'est effectivement la taille des IFC, puisque ce qu'on vous disait précédemment, c'est que on a toute une partie qui a été faite sur Tekla, mais tout ce qui était synthèse architecturale ou synthèse technique est fait sous Revit. Donc effectivement, on passe les fichiers IFC qu'on a en charpente sont très très lourds. Au vu des bâtiments, là par exemple, tout à l'heure tu parlais de la résie. La maquette de charpente métallique de la salle sportive, c'est 800 mégas. Donc quand il faut la charger sur Revit, c'est un petit peu compliqué. Anticiper la remontée des données pour la maintenance. Donc effectivement, nous, on aura un DOE numérique à donner et une maquette DOE. Là, à l'heure actuelle, nous, on utilise la plateforme IDOC comme GED. C'est de faire le lien entre les fiches techniques et la maquette. Pour l'instant, on commence à discuter de justement ce DOE-là et de le mettre en place. Et effectivement, pour nous, c'est un levier de progrès parce il aurait fallu que ce soit un peu plus anticipé que maintenant. Et la dernière chose, là pour le coup, c'est moi en synthèse technique qui voulais mettre un petit point là-dessus, c'est de bien sensibiliser les projeteurs techniques qu'on avait par rapport aux bonnes modélisations respectant les espaces nécessaires, que ce soit aussi bien pour la mise en œuvre sur le chantier que justement la maintenance derrière. Pourquoi ? Parce que ça fait partie un peu des difficultés, mais des leviers de progrès aussi. C'est qu'on s'est rendu compte, là, il n'y a pas très longtemps, sur certaines zones, que effectivement, au lieu d'avoir, on va dire, 15 cm entre 2 réseaux, sur la maquette, il n'y en avait que 3. Pourquoi ça, à plein d'échelles, ça a des impacts ? C'est que, effectivement, en synthèse technique, moi, avec une gestion de clash sur certaines zones, ça, on ne le voit pas, parce qu'il n'y a pas forcément... Il faut vraiment tomber dessus, parce qu'on ne peut pas tout voir dans le détail, vu la surface des bâtiments. Ça, après, en fait, on se rend compte surtout en exécution, et où là, on va se générer des sujets, justement, de passage de réseau, qui auraient pu être traités bien plus en amont si ça avait été bien modélisé. Donc ça, c'est des choses qu'on avait un petit peu en 2D, et alors la 3D fait que ça passe. Mais non, il faut rester aussi rigoureux que ce qu'on pouvait l'être avant. Hop, on revient juste en arrière, pardon. Hop. Merci beaucoup Sophie Develli, Julien Thomas, Stéphane Monaco. Projeteur modeler, tenez-vous bien, attention à ce que... Je l'ai senti un point très sensible dans ce témoignage. Voilà. J'insiste un petit peu, je pense que voilà, le message est passé. On n'a pas eu de questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions sur le programme qui vient de nous être présenté ? Sur YouTube, on n'en a pas eu. Moi, j'ai juste une question. Rappelez-nous, le calendrier du projet, finalement, c'est censé sortir de terre quand ? Le calendrier, donc, c'est prévu pour une livraison à l'été 2022. Une belle occasion de revenir à Orléans. Merci beaucoup.